Donc, bonjour à tous. Très heureux de votre présence aujourd'hui pour le deuxième épisode de Femmes. Je voulais commencer aujourd'hui en remerciant chaleureusement mon frère que vous pouvez entendre Bonjour à tous. De sa belle voix aujourd'hui. Je suis à la technique aujourd'hui. Il a passé tout le week-end patenter des choses pour qu'on puisse avoir vraiment une meilleure vidéo, audio et qu'on ait une meilleure interaction avec vous tous qui écoutez en grand nombre aujourd'hui. Donc merci Benjamin. Merci. Je pense que tout le monde va apprécier la meilleure qualité de audio et vidéo. J'espère que tout le monde reste positif à la maison. Que tout le monde bouge un peu à tous les jours quand même si on ne va pas dehors. Je sais jamais, il y a des gens qui veulent bouger. Mon frère organise aussi des sessions d'activité les jeudis et lundis midi. Donc, vous pouvez prendre contact avec nous. Vous pouvez m'écrire et puis on vous donne le lien pour ça. Donc, aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter une soirée qui va consister en des enregistrements qui me sont chers, qui me passionnent depuis des années. D'œuvres majeures de la musique classique. Et donc, nous commencerons avec le premier mouvement du concerto numéro 3 de Mozart pour violon, avec le violoniste canadien James Ennis. Je crois que la pochette du CD existe ici dans le coin, de ce que j'ai compris. C'est un CD qui a été lancé en 2006, que James Ennis a enregistré avec la maison de disques CBC, Radio-Canada anglais. Et donc, James Ennis est un grand violoniste d'ici. Il a commencé le violon à l'âge de 5 ans et a joué pour la première fois en soliste avec l'Orchestre symphonique de Montréal à l'âge de 13 ans. Ce qui est quand même vraiment très jeune. Et vous allez pouvoir entendre l'OSM un peu plus tard aujourd'hui d'ailleurs. Donc ce disque, j'adore ce disque par la virtuosité et vraiment la délicatesse de tout le jeu de James Ennis, ce qui fait preuve dans Mozart en fait. Et donc, je suis très heureux de vous présenter ce premier orchestre. On va prendre une minute. On a le commentaire à l'effet que c'est trop sombre, donc on va rendre ça un peu moins sombre. Donc là, ils nous entendent, mais ils ne nous voient pas, c'est ça? Exactement. Alors, je peux continuer de parler quand même. Donc, c'est un CD qui existe, qui a été sorti en 2006 et ça a été enregistré avec ce qui s'appelle le Mozart Anniversary Orchestra. Et dans le fond, il y a tous les concertos de violon et tous les offres concertantes de violon sur ce coffret-là qui existe en fait. Et j'ai découvert ça il y a longtemps quand même. Là. Ça devait être autour de 2006 à la sortie. Et depuis ce temps-là, ça a toujours été la première chose que j'écoute quand je veux entendre les concertos de Mozart. Donc, est-ce que la qualité de lumière est mieux maintenant? C'est mieux. C'est un peu jaune maintenant, mais ça devrait aller. Ah, c'est bon. Alors, James Ennis dans le troisième concerto de Mozart.
Thank you.
Alors, on va faire la même chose. Je vais juste changer pendant que tu parles. Ah oui, c'est bon. Alors, c'était le premier mouvement du troisième concerto de Mozart, joué par James Ennis. Très très beau, très très belle pièce. Est-ce qu'il y avait eu des questions que les gens avaient posées vous êtes invité à poser des questions si vous avez des questions sur ce qu'on entend ce soir. Pour l'instant, on a simplement quelques commentaires, dont celui de Caroline Chénard qui dit emoji avec les yeux en étoile, lumière, note de musique et violon. Et on a j'aime cette œuvre de la part de Dominique Michaud. Ah, super. Voilà. On remercie Dominique Michaud. C'est magnifique de la part de Francine Deschaines. Ah, super. Donc, pendant cette coupure de vidéo, je vais continuer à parler quand même. La seconde pièce qu'on va entendre aujourd'hui est le premier mouvement de La Mer de Claude Debussy, dirigé par Charles Dutoit, sur un enregistrement de la maison de disques Decca en 1989. C'est un enregistrement mythique qui a vraiment fait connaître l'Orchestre symphonique de Montréal dans le temps. C'est une œuvre qui a été composée en 1905 et le premier mouvement porte le titre de l'Aube à midi sur la mer. Claude Debussy explore ici les changements subtils d'atmosphère et de luminosité dans la mer qui accompagnent le progrès du matin sur l'eau. La première partie est un crescendo montrant la montée du jour. Il est suivi d'un chant de 16 violoncelles nous montrant une mer plus calme, interrompue par une flûte dessinant le vol d'un oiseau. Le premier mouvement se termine par une lame de fond de cymbales qui rappelle le fracas des vagues. Personnellement, c'est vraiment cette dernière partie-là qui me fait vibrer à chaque fois. Les dernières 30 secondes de l'enregistrement que vous allez entendre aujourd'hui. Il y a un passage très calme avec le corps anglais et un violoncelle qui jouent en solo ensemble. Et ensuite, il y a un merveilleux choral de corps qui commence et qui débute le passage final. Et ces chorales-là, à toutes les fois, c'est un peu pour moi comme si le monde s'ouvrait tout entier devant moi. Donc, le premier mouvement de La Mer de Debussy, joué par l'Orchestre symphonique de Montréal, dans un enregistrement de 1989. Est-ce que tout était bon du côté vidéo? Tout me semble bon, donc j'attends les commentaires de la part des gens Super. Dans le chat.
Alors voilà pour le premier mouvement de la mer de Debussy. J'espère que vous avez apprécié ce choral à la fin de la pièce quand même. De quoi ça a l'air au niveau du chat? Ça a été plutôt calme durant cette pièce-là. Je pense que le monde a bien écouté. Super. Ah, on a une question de la part de Coralie, la petite fille de Caroline Chénard, Ah oui? qui te regarde et te demande: est-ce que c'est plus difficile d'être chef d'orchestre ou de bien jouer du violon? J'aimerais aussi savoir ce que tu préfères entre les deux. C'est vraiment une question difficile. Ça dépend de comment t'es comme personne. La direction d'orchestre, c'est un mélange de plein de choses. Il faut être bon à parler avec les gens. Il faut être bon à les faire répéter. Il faut être prêt à se tenir debout devant 80 personnes. Tandis que violoniste, tu peux rester dans ton local. Donc, il y a tout l'aspect humain qui existe à la direction d'orchestre, qui existe un peu moins au violon. Ensuite, je crois quand même qu'être violoniste ou tout instrument inclus, c'est quand même plus difficile qu'être chef d'orchestre. Parce que tu fais pas de son finalement. Donc, ensuite, la préférence entre les deux, ça dépend de la journée en fait. Voilà. Donc, merci Coralie. J'espère que ça répond à ta question. Super. Donc, la troisième œuvre aujourd'hui. On fait beaucoup un petit medley aujourd'hui de toutes mes préférées en fait. C'est une œuvre de Samuel Barber, le concerto pour violon, encore une fois. Mais cette fois-ci, on va écouter le deuxième et le troisième mouvement. C'est un concerto qui a un peu une histoire drôle puisque il y avait une personne riche du nom de Samuel Fels qui a commandé l'œuvre à Barber, qui a dit: j'aimerais que tu me composes un concerto pour violon, en fait pour mon fils adoptif du nom de Iso Brisoli. Et donc Barber a fait: ben oui, ce serait une très belle idée. Alors a commencé à composer l'œuvre et a envoyé au violoniste les 2 premiers mouvements. Et celui-ci a répondu en disant que c'était beaucoup trop facile. En fait, l'œuvre ne mettait pas le violon assez en valeur. Et donc, Barber a dit: ouais, je comprends, mais le troisième mouvement, il va être bien difficile et tu vas voir, tu vas être servi avec le troisième mouvement. Et donc, évidemment, il envoie le troisième mouvement un an plus tard, et c'est beaucoup trop difficile pour le violoniste qui avait commandé l'œuvre, alors il ne pouvait pas la jouer. Mais il y a toute cette histoire aussi où est-ce que le violoniste voulait pas payer Barber en disant que c'était pas jouable, et donc Barber a payé un violoniste pour apprendre l'œuvre, pour lui montrer que c'était possible de jouer l'œuvre, et donc il a dû payer quand même la commande de la pièce. Et donc voilà. On va écouter le deuxième et le troisième mouvement. Le deuxième mouvement est très très dramatique et très beau. Vous allez pouvoir voir tout l'esprit américain dans cette œuvre-là. Un peu comme on entend quand même le début des œuvres de Hollywood et toute l'écriture musicale qui s'est transférée ensuite vers la musique de film. Alors, et un peu comme je mentionnais, le troisième mouvement est vraiment difficile. C'est vite, ça va dans tous les sens, ça arrête jamais. Et cet enregistrement-là par Hilary Hahn est juste incroyable. Ça a été fait en 1999 sous la bannière Sony. C'est juste de loin le meilleur enregistrement que j'ai jamais entendu de cette œuvre-là, particulièrement pour le dernier mouvement. Donc j'espère que vous allez apprécier toute la dramatique du deuxième et la vitesse du troisième ensuite.
C'est un mouvement qui déménage quand même. Effectivement. Qu'est-ce que ça dit de ton côté? Donc, du côté du chat, on a Dominique Michaud qui recommande en disant que de belles pièces. Ah, c'est bien. Et Jean-Philippe Tremblay qui nous dit « Vraiment sublime, j'ajoute à ma playlist ».
Je salue d'ailleurs Jean-Philippe, dont c'était l'anniversaire il y a 5 jours. C'est bon Quarant anniversaire, c'est ça? Quarant anniversaire, exactement. Et Coralie qui continue à être impressionnée et captivée par ta performance. Et elle te demande, comment fais-tu pour toujours garder le bon rythme sans te tromper? Est-ce que tu comptes les temps dans ta tête ou non? Donc, probablement que c'est fait dire par son ou sa professeure qu'elle devait compter dans sa tête et elle te demande, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est un point très important, surtout quand on joue le violon. C'est facile d'avoir un mauvais rythme. Mais si on garde la pulsation en tête toujours, oui, évidemment, comme chef, on doit être capable de faire ça, tout en faisant 40 000 choses en même temps. J'ai des cues à donner à des musiciens. Faut que je pense à la musique, faut que je pense aux dynamiques. Mais la pulsation, c'est une des choses premières que les musiciens veulent avoir de la part d'un chef d'orchestre. Donc oui, je garde tout le temps la pulsation en tête. Et il a aussi des partitions. Donc si jamais tu n'avais pas vu Coralie, tout comme les musiciens avec leurs instruments, le chef d'orchestre a ses partitions qu'il regarde et qui va suivre durant toute la pièce. Oui, en fait, qui est les partitions de tout le monde en même temps. Donc, à place d'avoir une portée, je vais en avoir 26, par exemple, qui représentent chacun des musiciens de l'orchestre. Mais de cette manière-là, je sais à tout moment quel musicien joue quoi. Et si un musicien se trompe, mais je peux le savoir également. Donc voilà. Donc, la prochaine œuvre au programme, est-ce que le CD est déjà arrivé? Non? Voilà. C'est fait. On le voit ici quelque part. C'est la cantate numéro 170 de Jean-Sébastien Bach. Donc, on était en année 1900, là, on retourne au début du 18e siècle, en 1926 plus précisément. Je ne suis pas un expert de la liturgie de Bach, mais le texte de la cantate, je ne tenterai pas de nommer en allemand. Peut-être que mon frère peut s'essayer, mais... Je pense que je vais passer mon tour. Mon allemand est correct, mais sans plus. Donc, c'est écrit par Georges Christian Lem. Le texte traite du désir, en fait, de mener une vie vertueuse, de bien vivre, et ainsi entrer au ciel et d'éviter l'enfer. Donc, mon frère va mettre les paroles pour vous de poursuivre. Mais un petit résumé, ça dit repos délicieux, plaisir recherché de l'âme. Tu ne peux pas être trouvé parmi les péchés de l'enfer. Je crois que la vidéo a stoppé. Je vais continuer la lecture des paroles en même temps. Mais plutôt dans la concorde du paradis, toi seul renforce le cœur faible. Donc seuls les dons purs de la vertu auront une place dans mon cœur. Donc, c'est un enregistrement que j'ai découvert alors que j'ai été demandé pour jouer en fait une partie de violon dans cette cantate-là, et dans un concert en 2018. Et aujourd'hui, depuis que j'écoute cette version-ci, à toutes les fois qu'elle commence, j'ai l'impression de mettre ma tête sur un oreiller, à tel point c'est réconfortant en fait. Vous allez entendre dès le début, il y a 2 accords. Et ce deuxième accord-là, à toutes les fois qu'il se passe dans la pièce, pour moi, c'est tout le temps une source de réconfort. Et ça arrive partout dans la pièce. C'est évidemment, comme c'est une cantate, il y a une soliste qui est ici Nathalie Schlutzmann. J'espère que vous allez apprécier sa voix, c'est d'une très grande beauté. Un dernier petit élément intéressant sur cette petite cantate, il y a aussi un instrument particulier, le hautbois d'amour, qui est un instrument comme le hautbois qui est un peu plus grand et un peu plus grave. Puis vous allez pouvoir apprécier tout le côté réconfortant et le côté doux et chantant de cet instrument-là, je crois, qui était très bien choisi par Bach pour jouer cette cantate. Donc tout est bon du côté vidéo maintenant. On est prêt à t'entendre pour la prochaine pièce. Parfait.
Avoue que la voix de la chanteuse est quand même magique. C'est très angélique, oui. Donc, avant que tu présentes la prochaine pièce, Frédéric, on a encore une question de la part de Coralie. D'ailleurs, on la remercie De mettre la vie dans ce bois. de mettre la vie actuellement. Donc, la question de Coralie est quand tu étais jeune, que rêvais-tu de faire comme métier plus tard? Donc, je vais juste couper mon retour de son parce que c'est difficile de parler. En fait, ça fait longtemps que j'ai voulu devenir chef d'orchestre, en fait. Et papa, il y a une anecdote à propos de ça qu'il avait raconté au banquier quand on était allé au banquier. Apparemment, quand j'étais jeune, j'étais allé le voir et j'avais demandé en fait qu'on achète un score. Et lui, il s'attendait à ce que ce soit un jeu, une espèce un jouet, dans le fond. Et non, non, c'est une partition où est-ce qu'on voit les partitions de tous les instruments, où est-ce qu'on peut suivre tous les instruments ensemble. Dans le fond, c'est ce que j'ai maintenant, ceci. Et dans le fond, j'avais demandé cette partition-là à mon père, je devais avoir une dizaine d'années peut-être autour de ça. Donc ça fait quand même très longtemps que c'est une passion pour moi, la direction d'orchestre. Ouais. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'elle veut devenir dans la vie, Coralie? Donc, on invite Coralie à nous dire dans le chat qu'est-ce qu'elle souhaite devenir durant les années futures et on vous en fera part durant la prochaine pièce. Donc, je pense que ça répond à sa question. Là, il y avait d'autres éléments, mais je pense que la réponse couvre toute sa question. Donc, voilà, j'espère que ça répond à ta question, Coralie. N'hésite pas à en poser encore. Si tu en as, ça nous fait plaisir. Donc oui, la prochaine œuvre, je suis certain en fait que le chef d'orchestre, même quand il était jeune aussi, il voulait devenir chef d'orchestre. Vous le connaissez sûrement, c'est Yannick Nézet-Séguin, en fait, le Québécois de Montréal. Quand on pense à un artiste qui a basé sa carrière et toute sa personnalité autour de l'amour, on pense toujours à Yannick, nous en musique classique. Et la prochaine œuvre qu'on va entendre, c'est Daphnis et Chloé de Ravel, qui raconte en fait l'histoire d'amour entre Daphnis et Chloé, qui est grosso modo impossible, toujours des rebondissements qui les empêchent d'être ensemble. Et donc c'est une histoire tragique, mais l'enregistrement que vous allez entendre avec Yannick, je pense qu'on voit toute la passion qu'il a en lui avec son orchestre de Rotterdam en fait. Nous allons entendre le début de la troisième partie. Le titre est Lever du jour. Vous allez pouvoir entendre il y a des choses qui sont écrites dans la partition qui représentent l'histoire. En fait, c'est une histoire qui a été écrite en ancienne Grèce, en fait, durant l'Empire romain. Donc, ça fait très longtemps que l'histoire existe. Mais donc, Ravel a écrit dans la partition, en fait, chaque moment veut dire quoi. Et donc, je suis sûr que mon frère va envoyer sur le chat les différents moments de cette partition-là. C'est déjà fait, donc je vous invite à le lire. Je vais quand même commencer à dire le premier tout. Aucun bruit que le murmure des ruisselets amassés par la rosée qui coule des roches. C'est très poétique quand même. J'espère que vous allez aimer cet enregistrement de Yannick. Et portez une petite attention aussi, vous allez peut-être être capable d'entendre une chorale. Il n'y a pas de mots qui est chanté par la chorale, sinon ce n'est que des notes. Il n'y a pas de mots, mais si vous écoutez bien à l'arrière, vous allez être capable de l'entendre. Et moi, durant cette pièce-là, je demanderais à Coralie de nous dire ce qu'elle souhaite devenir plus tard. On l'a déjà dit, ça. Ah, c'est vrai. Donc oui, tu peux nous dire ça, correct.
normal, ça. Et donc, évidemment, c'est la partie 1 de la partie 3. Donc, il y a d'autres choses qui auraient dû jouer ensuite, mais ça coupait sec un peu. D'accord. Moi, j'ai une petite demande, Fred. Est-ce que, bon, tu déposes ta baguette 2 secondes et que tu ouvres les bras comme ça, et tu recules un peu la tête avec la bouche un peu ouverte. Est-ce que vous voyez la ressemblance à l'écran actuellement? Donc, j'ai fait exprès de garder l'image. C'est Yannick. C'est Yannick qui est actuellement à l'écran. Oui, donc, je voulais voir si effectivement il y avait une ressemblance et je pense que vous pouvez en témoigner à la maison. C'est très drôle. J'aimerais bien avoir un écran pour voir qu'est-ce qui se passe à l'écran. Merci pour cette comparaison. Alors, est-ce qu'on sait qu'est-ce que Coralie veut devenir plus tard? On ne sait toujours pas ce que Coralie veut devenir, peut-être plus tard dans le stream aujourd'hui. Donc, super. On est déjà rendu à la dernière pièce d'aujourd'hui. Et donc, c'est le grand moment de la grande finale, en fait. C'est le deuxième mouvement de la 10e symphonie de Shostakovich. Et l'histoire de l'orchestre qui va jouer est fascinante, dans le sens qu'elle remonte à 1975. Ça s'appelle le programme El Sistema, et ça a été créé au Venezuela par José Antonio Abreu. Et dans le fond, c'est un projet humanitaire que lui a créé, où est-ce que les enfants pauvres pouvaient avoir accès à des cours de musique gratuitement. Et donc, ça fait plus de 45 ans que ça existe. Et depuis ce temps-là, il y a plus de 2 millions de personnes, d'enfants, qui ont pu bénéficier de ces cours de musique-là. Et à travers 157 orchestres, entre autres. Et ça a été prouvé par la suite que tous les enfants qui avaient passé par ce chemin-là de la musique, ça a été reconnu que les enfants qui étaient en situation d'extrême pauvreté avaient moins de dérives criminelles par la suite. Et il a aussi été trouvé que chaque dollar investi dans le programme rapportait 1,68$ en dividendes à la communauté. Au Québec, en fait, on n'a pas de programme qui est affilié à El Sistema, mais on a un programme qui est très, très, très similaire. En fait, ils sont inspirés d'eux pour faire leur propre programme, et c'est le garage à musique du Dr Julien. Et c'est probablement que plusieurs d'entre vous connaissent cet endroit-là, mais si vous ne connaissez pas, ça vaut vraiment la peine d'aller voir sur Facebook. C'est incroyable ce qu'ils font là pour les jeunes qui sont en difficulté. Et c'est un programme qui est très très similaire au programme de El Sistema. Donc, il joue le deuxième mouvement de la 10e de Shostakovich, et c'est durant un enregistrement qui est live en fait. C'est durant le BBC Prom de 2007, je crois. 2009. Puis, cet enregistrement est disponible sur YouTube en fait. On va mettre le lien de toute manière. C'est tout simplement incroyable. Cette symphonie-là, c'est la première symphonie que Shostakovich a écrite suite à la mort de Staline. Donc, dans ce deuxième mouvement-là, vous pouvez entendre toute la rage et l'oppression en fait qui pouvait être vécue en Russie dans ces temps-là. Et on commence directement au deuxième mouvement. Il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà 20 minutes de musique qui précédaient, qui apportaient ce deuxième mouvement-là avec vigueur. Donc, ça fait plusieurs années que je connais cet enregistrement-là, et je trouve qu'encore c'est lui qui a le plus d'émotion et le plus virtuose, en fait, des enregistrements que j'ai entendus de cette pièce-là. Donc, j'espère que vous allez apprécier tout l'aspect dramatique qu'il y a dans l'écriture de Shostakovich.
plus du death metal que du classique. Mais bon. C'était une grande finale, en tout cas. Donc, c'est bon. Je me sentais mal un peu de finir là-dessus quand même. Donc, j'ai préparé un petit rappel. Est-ce qu'il y avait une question avant qu'on présente le petit rappel? On n'a pas de question. Par contre, on a la réponse de Coralie, qui nous dit qu'elle souhaite être policière pour arrêter les méchantes personnes, surtout celles qui tuent les enfants. Elle a 3 questions. Quel est ton compositeur préféré? J'en ai beaucoup en fait. C'est tellement difficile comme question. Ouais, mais là, il faut choisir un. Je vais aller avec... Oh mon Dieu. Ça me prend une époque. Mozart. Mozart, c'est toujours incroyable ce qu'il écrit. Réponse un peu facile. Quand même. Deuxième, quelle est ta pièce de musique favorite? Il y a beaucoup de ce qu'on a joué ce soir que c'est mes pièces favorites. J'avoue que cette dernière 10e symphonie, pour moi, il y a quelque chose de particulier. Évidemment, on a juste entendu le deuxième mouvement, mais il y a toute une histoire qu'il y a avec le reste de la symphonie. Et un peu à l'extérieur de la musique, quel est ton film préféré? Robber. C'est un film de Quentin Dupieux qui a été fait il y a environ une dizaine d'années. Je vous conseille pas de l'écouter. C'est mon film préféré, mais écoutez-le pas. Donc, Robert, un film à ne pas voir. Exactement. Donc, comme petit rappel aujourd'hui, en fait, dans le même style qu'on vient d'avoir avec le Simon Bolivar Youth Orchestra, c'est un concert qui a été donné par les mêmes gens, en fait, en 2009 pour la réception du prix TED Talk. Vous avez peut-être vu des TED Talks sur YouTube. C'était un prix qui était donné à chaque année. Et cela, c'est en fait pour le créateur de El Sistema, José Antonio Abreu. Je crois que la vidéo a arrêté. Et donc, c'était durant la cérémonie, dans le fond, de remise de ce prix-là. Et l'orchestre a joué, entre autres, cette pièce-là pour remercier le fondateur, José, du travail qu'il a fait pour El Sistema depuis 1975, en fait. Et d'avoir permis, si autant de jeunes, d'avoir accès à la musique, tout simplement. Donc, ça s'appelle Danzón numéro 2. C'est de Arturo Márquez, un compositeur mexicain. Et vous allez voir, c'est un peu plus relax que ce qu'on vient d'entendre comme musique, en fait. Donc, ça dit quoi côté vidéo? On est reparti. Par contre, si je peux prendre encore une petite seconde, on a Coralie qui nous pose une dernière question. À quel âge as-tu commencé à faire le vibrato et combien de temps est-ce que ça t'a pris pour le maîtriser? Je ne le maîtrise pas encore. Mais à quel âge j'ai commencé à faire le vibrato? Probablement autour de 7-8 ans, probablement. À quel âge on commence le vibrato en général? De ce que j'ai vu dans les dernières années, il commence encore plus tôt, en fait. Ouais, c'est ça que j'ai vu aussi. Ouais, dans les dernières méthodes d'enseignement, il commence dès les toutes premières années. Donc, Coralie, si tu as l'impression d'avoir commencé trop tôt, c'est correct. Et si tu as l'impression de commencer trop tard, c'est correct également. Toutes les méthodes sont bonnes pour apprendre. Il faut faire confiance à ton professeur. J'aime le côté éducatif du live stream aujourd'hui. Donc, Danzón numéro 2 qui a été dédié à la femme de Arturo Márquez.
Bravo! 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 C'est le premier applaudissement de toute la soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Oui, merci à toutes et tous. Ça a été très agréable d'être en votre compagnie. Et si tu me le permets, Fred, je te pose une dernière question qui vient de la part de Coralie, qui concerne cette fois-ci ta baguette. Donc, elle voulait savoir de quoi est faite la baguette et est-ce que ça vaut cher? Alors, en fait, ça, on peut parler de plusieurs baguettes, en fait, parce que j'en ai plusieurs. Il y a différentes grandeurs de baguettes. En fait, il y en a qui arrêtent ici, il y en a qui arrêtent là, il y en a qui arrêtent là, il y en a qui sont plus grandes, il y en a qui sont plus grandes encore. Donc, le prix dépend en fait du type de baguette que tu as. Donc, pour information, Oui. la plus grande baguette au monde mesure 3 mètres et a été utilisée en 2006 à Harvard. Oh, ouais! C'est Wikipédia. Wikipédia qui nous aide ici ce soir. Donc, la baguette en général, en fait, elle est faite de bois. Il y a quelques baguettes qui sont faites de fibre de glace. Non, ou, il y a de la fibre de verre et Ouais. du carbone. Ouais, c'est ça. Et donc, mais moi, les miennes sont en bois, je crois. Non, peut-être pas, ça sonne pas comme du bois. Et le prix, ça dépend. En fait, c'est ça, autour de 30$ pour une baguette standard. Mais ensuite, tu peux monter un peu pour une baguette de plus grande valeur, de 3 mètres de long. Et si tu en veux une à bas prix, Coralie, tu peux aller dans la forêt et te trouver un petit bâton En effet. avec lequel tu pourras diriger un enregistrement comme on a fait ce soir. Tant que tu portes un nœud papillon, en fait. Le nœud papillon est très important. Donc, une question pertinente de la part de notre père. Super belle soirée. À quand la prochaine? Probablement mercredi prochain. Donc, s'il existe encore le coronavirus, il existe nous les mercredis soirs. C'est une bonne citation, quand même. Merci beaucoup à Benjamin pour toute la technique de vidéo, de commentaires, de son, et tout le temps qu'il a pris ce week-end pour créer tout ce système. Merci beaucoup. Il faudrait prendre une photo de tout ce qui est par terre présentement. C'est assez incroyable, notre salon. Ouais, faut pas trop se promener actuellement. Il y a des fils partout. Les divans ont été déplacés. Voilà. Et merci beaucoup pour votre présence. Merci à toutes et tous. Donc, je peux vous remettre une dernière fois les enregistrements qui ont été mis ce soir. Donc, voilà. Avec une petite musique de fin. On peut mettre une petite musique de fin. Et sur ce, À bientôt. à bientôt, à la semaine prochaine et passez une bonne soirée.